il y a des pensées qui t'appauvrissent avant même que tu ouvres ton portefeuille. Des croyances qui te condamnent à la médiocrité financière avant que tu n'aies fait le moindre mouvement. Des idées que tu as acceptées comme vérité, mais qui sont en réalité les barreaux invisibles de ta prison économique. Je le sais, parce que j'ai vu ces pensées détruire plus de vies que n'importe quelle crise financière. Et je le sais aussi, parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai pensé de cette manière. Jusqu'à ce que je réalise que ma pauvreté ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de mon propre esprit. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne veut entendre. Ce n'est pas l'économie qui te maintient pauvre. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas ton patron. Ce ne sont pas les impôts ni l'inflation. C'est la façon dont tu penses. C'est ce dialogue constant que tu as avec toi-même sur l'argent, ce monologue interne qui répète encore et encore les mêmes mensonges jusqu'à ce que tu les acceptes comme réalité. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses que tu penses correctement. Tu crois que tes idées sur l'argent sont raisonnables, logiques, normales. Mais elles ne le sont pas. Elles sont toxiques. Elles sont le poison lent qui tue tes possibilités financières, goutte après goutte. Je vois cette mentalité partout en Amérique latine. Des personnes brillantes, travailleuses, capables, qui passent toute leur vie à lutter contre l'argent au lieu de travailler avec lui. Des gens qui arrivent à 60 ans et se rendent compte qu'ils n'ont rien construit, qu'ils dépendent encore de quelqu'un d'autre, qu'ils n'ont jamais vraiment compris comment fonctionne l'argent. Et quand je leur demande pourquoi, quand je creuse un peu, je découvre toujours la même chose. Ce ne sont pas les opportunités qui leur ont manqué, c'est la mentalité correcte. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes accumulent de la richesse, tandis que d'autres, avec les mêmes revenus ou même plus, vivent toujours au bord du précipice financier. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est la façon de penser. C'est cette architecture mentale invisible qui détermine chacune de tes décisions financières sans que tu t'en rendes compte. Et si cette architecture est défectueuse, peu importe combien tu travailles, peu importe combien tu gagnes, l'argent coulera toujours entre tes doigts comme de l'eau. Aujourd'hui, je vais te montrer les pensées exactes qui te gardent pauvre. Ces idées que tu considères comme normales, ces croyances que tu partages avec tes amis, ces phrases que tu répètes sans les questionner. Je vais les démonter une par une. Je vais te montrer pourquoi elles sont fausses. Et surtout, je vais te montrer comment les remplacer par des pensées qui attirent l'argent au lieu de le repousser. Parce que c'est ce qui se passe. Tes pensées actuelles repoussent l'argent, comme deux aimants de même polarité. Tu pousses, tu luttes, tu t'efforces, mais l'argent s'éloigne toujours de toi. Et tu ne comprends pas pourquoi. Écoute-moi bien, je ne suis pas venu ici pour te donner de faux espoirs. Je ne vais pas te dire que penser positivement va faire pleuvoir l'argent du ciel. Ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus réel. C'est comprendre que chaque pensée sur l'argent se transforme en action, et chaque action répétée se transforme en habitude, et chaque habitude détermine ton destin financier. Si tes pensées de base sont erronées, tout ce qui suit sera erroné aussi. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi grave que ça. Alors, assieds-toi, prépare-toi. Ce que je vais te dire va probablement te déranger. Ça va te mettre mal à l'aise, tu vas vouloir te défendre, justifier tes croyances actuelles. C'est normal. Personne n'aime découvrir qu'il s'est trompé pendant des décennies. Mais si tu as le courage de continuer à m'écouter, si tu as l'humilité d'examiner tes propres pensées avec honnêteté, je peux te promettre quelque chose. Ta relation avec l'argent va changer,
Pas demain, pas dans un an, mais elle va commencer à changer dès aujourd'hui, dès cet instant même où tu commenceras à voir tes propres schémas mentaux pour ce qu'ils sont vraiment. Je m'appelle Kenji Tanaka, j'ai 60 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire quelque chose que personne ne peut voir. Pas des immeubles, pas des entreprises voyantes, mais une stabilité financière qui me permet de dormir tranquille chaque nuit, peu importe ce qui se passe dans le monde. Et je l'ai fait en changeant ma façon de penser sur l'argent. Rien de plus, rien de moins. Commençons par la pensée la plus destructrice de toutes, celle qui tue plus de rêves financiers que n'importe quelle autre, celle que j'entends tous les jours et qui me fait mal au cœur parce que je sais les conséquences qu'elle entraîne. Cette pensée est simple, innocente en apparence, mais mortelle dans ses effets. La voici. Je gagnerai plus d'argent quand j'aurai plus d'argent. Ou sa variante. Quand je gagnerai plus, je pourrai épargner. Ou encore, avec ce que je gagne, c'est impossible d'avancer. Tu vois le problème? Tu mets la condition avant l'action. Tu dis que tu feras ce qu'il faut quand les circonstances seront parfaites. Mais les circonstances ne sont jamais parfaites. Jamais. Et si tu attends d'avoir plus, pour commencer à bien gérer, tu n'auras jamais plus. Parce que la gestion correcte de l'argent n'est pas une conséquence d'avoir de l'argent. C'est la cause d'avoir de l'argent. Laisse-moi te l'expliquer avec une image que nous comprenons au Japon depuis des siècles. Un jardinier ne dit pas « Je prendrai soin du jardin quand les plantes seront grandes ». Il sait que les plantes grandissent précisément parce qu'il en prend soin dès qu'elles sont petites. Le soin précède la croissance, toujours. C'est une loi naturelle. Et c'est exactement pareil avec l'argent. Si tu ne peux pas gérer 1000, tu ne pourras pas gérer 10 000. Si tu ne peux pas épargner 10% de 1000, tu n'épargneras pas 10% de 10 000. Parce que le problème n'est pas la quantité. Le problème, c'est l'habitude. Le problème, c'est la discipline. Le problème, c'est ta relation avec l'argent. J'ai vu des gens gagner à la loterie et tout perdre en 2 ans. J'ai vu des professionnels doubler leur salaire et avoir encore plus de dettes qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer. Ils pensaient que le problème était la quantité, mais le problème était la mentalité. Alors quand la quantité a augmenté, les problèmes ont augmenté proportionnellement. Plus d'argent, plus de dépenses inutiles, plus de revenus, plus d'engagements financiers stupides, même chien, collier différent, comme on dit. Alors, écoute-moi bien. Si aujourd'hui tu ne peux pas épargner ne serait-ce que 5% de ce que tu gagnes, peu importe si c'est peu, tu as un problème sérieux. Et ce problème ne se résoudra pas en gagnant plus. Il se résoudra uniquement en changeant ta façon de penser. Parce que la capacité d'épargner n'est pas une question de quantité, mais de priorité. C'est une question de discipline. C'est une question de caractère. Au Japon, nous avons un concept appelé mottainai. C'est difficile à traduire, mais cela signifie essentiellement un profond regret de gaspiller quoi que ce soit. Est-ce une révérence pour les ressources, qu'elles soient abondantes ou rares? Cette mentalité ne dit pas « je prendrai soin des choses quand j'en aurai plus ». Elle dit « précisément parce que je prends soin de ce que j'ai, peu importe la quantité, je peux avoir plus ». Tu vois la différence? Ce n'est pas l'abondance qui génère le soin, c'est le soin qui génère l'abondance. Quand tu penses « je n'ai pas assez pour épargner », tu te condamnes à ne jamais avoir assez. Parce que tu as établi une relation avec l'argent basée sur la rareté et l'excuse. Tu as fait de ta situation actuelle une justification permanente pour ne pas faire ce qu'il faut. Et le pire, c'est que cette excuse est confortable. Elle te protège.
Elle te permet de ne pas prendre de responsabilité. Ce n'est pas ma faute si je n'épargne pas. C'est que je ne gagne pas assez. Et oh, mais c'est un mensonge. Un mensonge que tu te répètes pour te sentir mieux face à ton manque de discipline. La vérité est dure, mais libératrice. Si tu ne peux pas gérer peu, tu ne mérites pas de gérer beaucoup. Et l'univers, ou Dieu, ou la vie, quel que soit le nom que tu lui donnes, ne te donnera pas plus tant que tu n'auras pas démontré que tu peux prendre soin de ce que tu as déjà. C'est une loi spirituelle, mais c'est aussi une loi pratique. Les opportunités viennent à ceux qui sont prêts. Et tu n'es pas prêt si tu ne peux même pas épargner 10% d'un petit salaire. Je vais te raconter quelque chose. Il y a des années, quand je gagnais très peu, j'épargnais quand même. Pas beaucoup. Parfois juste quelques pièces. Mais je le faisais, toujours, sans exception. Sais-tu ce qui s'est passé? Cette habitude et cette discipline minuscule a créé en moi quelque chose de plus précieux que l'argent lui-même. Elle a créé la certitude que je pouvais me contrôler, la certitude que j'étais plus fort que mes impulsions, la certitude que je pouvais dire non à ce que je voulais maintenant pour avoir ce que je voulais plus tard. Et cette certitude, cette confiance en moi-même, a été la base de tout ce que j'ai construit ensuite. Alors, arrête de penser quand j'aurai plus. Commence à penser. Précisément parce que j'ai peu, je dois gérer avec excellence. Parce que la gestion excellente du peu est ce qui te prépare pour le beaucoup. Et sans cette préparation, le beaucoup ne viendra jamais. Ou s'il vient, il partira aussi vite qu'il est venu. Maintenant, parlons d'une autre pensée toxique qui détruit les finances de millions de personnes. Celle-ci est particulièrement dangereuse parce qu'elle se déguise en prudence, en sens commun. Mais c'est en réalité la peur habillée en sagesse. La pensée est celle-ci. Investir et risquer, mieux vaut garder mon argent en sécurité. Laisse-moi te poser une question. Où est cet endroit sûr? Sous ton matelas, dans un compte d'épargne qui te donne 1% d'intérêt, pendant que l'inflation mange 5% de ton pouvoir d'achat, dans ta maison, en supposant que les maisons gardent toujours leur valeur, ce qui n'est pas vrai. Où exactement ton argent est-il en sécurité? La vérité que personne ne veut accepter est celle-ci. Il n'y a pas d'endroit totalement sûr. Tout est risque. Avoir de l'argent liquide est un risque. L'investir est un risque. Le dépenser est un risque. Le garder est un risque. La seule différence est quel type de risque tu choisis d'assumer. Et ici vient le paradoxe que peu de gens comprennent. Le plus grand risque est souvent de ne prendre aucun risque. Quand tu gardes ton argent en sécurité, tu prends le risque que l'inflation le détruise, tu prends le risque de perdre des opportunités, tu prends le risque d'arriver à la vieillesse sans avoir construit de patrimoine. Ce sont des risques réels, pas hypothétiques, mais parce qu'ils sont invisibles, parce qu'ils se matérialisent lentement. Tu ne les perçois pas comme des risques. Tu penses que tu es en sécurité, mais tu ne l'es pas. Tu perds, tous les jours, un peu, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et réalises que 30 ans ont passé et que tu n'as rien construit. Au Japon, nous comprenons quelque chose que beaucoup en Amérique latine semblent avoir oublié. Le risque n'est pas l'ennemi. L'ignorance est l'ennemi. Investir sans savoir est stupide. Mais ne pas investir par peur est également stupide. La solution n'est pas d'éviter le risque, la solution est de t'éduquer pour pouvoir gérer le risque intelligemment. Pense-y de cette façon. Conduire une voiture est risqué. Tu pourrais avoir un accident. Tu pourrais mourir. C'est un risque réel. Mais quelle est la solution? Arrêter de conduire
ou apprendre à conduire correctement, respecter les règles, être prudent et conscient? Évidemment la seconde option, parce que ne pas conduire te limite, te paralyse, te garde prisonnier d'un petit monde. Eh bien, c'est pareil avec l'argent. Ne pas investir te garde prisonnier de la médiocrité financière. La solution n'est pas d'éviter d'investir. La solution est d'apprendre à investir correctement. Mais ici vient le problème avec cette mentalité du « je garde mon argent en sécurité ». Elle n'est pas basée sur une analyse rationnelle du risque. Elle est basée sur la peur. Et la peur est le pire conseiller financier qui existe. La peur te paralyse. La peur te fait voir des dangers où il n'y en a pas et ignorer des dangers réels. La peur te maintient petit, limité, dépendant. J'ai vu des gens garder leur argent dans des comptes d'épargne qui donnent 1% d'intérêt pendant 20 ans. 20 ans. Sais-tu combien de pouvoir d'achat ils ont perdu? Sais-tu combien d'opportunités sont passées devant eux pendant qu'ils attendaient de se sentir en sécurité? Le coût d'opportunité de leur peur a été astronomique. Mais ils ne le voient pas, parce que c'est une perte invisible. Ils n'ont pas vu l'argent sortir de leur poche. Alors, ils pensent qu'ils ne l'ont pas perdu, mais ils l'ont perdu. Oh, comme ils l'ont perdu. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris après des décennies, d'observer comment l'argent fonctionne. L'argent immobile est de l'argent mort. L'argent doit bouger, doit travailler, doit se multiplier. Quand tu gardes ton argent complètement immobile par peur, tu ne le protèges pas, tu le tues, lentement, sûrement. L'inflation est comme l'oxygène qui rouille le métal. Tu ne le vois pas se produire, mais c'est constant et destructeur. Alors que devrais-tu faire? Devrais-tu prendre ton argent et le jouer à la roulette? Bien sûr que non. Ce serait tomber dans l'extrême opposé, tout aussi stupide. Ce que tu dois faire, c'est changer ta pensée de « investir et risquer » à « ne pas savoir investir et risquer ». Tu vois la différence. Le problème n'est pas l'action d'investir. Le problème est de le faire sans connaissance. Au Japon, nous avons un proverbe. Même en traversant un pont de pierre, frappe-le d'abord pour vérifier sa solidité. Cela ne signifie pas ne traverse jamais les ponts par peur qu'ils s'effondrent. Cela signifie sois prudent, sois diligent, mais traverse. Vérifie le pont. Étudie-le. Comprends sa structure. Mais ensuite, traverse. Parce que de l'autre côté se trouve ce que tu cherches. C'est exactement comme ça que tu dois penser à l'investissement. Étudie, apprends, comprends. Commence petit. Teste, acquiert de l'expérience, mais bouge. Ne reste pas paralysé de l'autre côté du pont, en regardant comment les autres traversent et prospèrent, pendant que tu restes immobile, te convainquant que tu es en sécurité. Et ici vient quelque chose d'important. Le risque réel ne se trouve pas toujours là, où tu penses qu'il est. Tu crois que le risque est dans les investissements. Mais le risque réel est d'arriver à 70 ans, sans pension, sans économie, sans patrimoine, dépendant de tes enfants ou de l'État. Ça, c'est le vrai risque. Ça, c'est le vrai danger. Et c'est précisément le danger vers lequel tu te diriges quand tu gardes ton argent en sécurité sans le faire croître. Je connais des personnes qui ont peur d'investir 1000 $ dans quelque chose de prudent et bien étudié, mais qui n'ont aucun problème à dépenser 500 $ par mois en choses inutiles. Où est la logique? Il n'y en a pas. Ce n'est pas de la logique, c'est de la peur, déguisée en prudence. C'est l'inconfort du changement masqué en sagesse. Mais c'est en train de les détruire financièrement, jour après jour, décision après décision. Alors change cette pensée. Arrête de dire « investir et de risquer ». Commence à dire « rester ignorant et risquer ». Et ensuite agis en conséquence.
éduque-toi, lis, apprends, cherche des mentors, étudie comment les gens qui ont réussi financièrement l'ont fait, et ensuite, avec connaissance et prudence, mais avec détermination, fais travailler ton argent au lieu de le laisser mourir lentement dans un compte bancaire. Passons maintenant à une autre pensée qui tue les possibilités financières. Celle-ci est particulièrement commune en Amérique latine, et chaque fois que je l'entends, et je sais que je suis en face de quelqu'un qui va probablement passer toute sa vie à lutter financièrement. La pensée est celle-ci. L'argent n'est pas tout dans la vie. Ou sa variante, les riches sont malheureux. Ou encore, mieux vaut être pauvre, mais honnête. Attends, avant que tu te défendes, avant que tu commences à me dire que j'ai tort, écoute ce que je vais vraiment dire, parce que ce n'est pas ce que tu penses. As-tu raison en disant que l'argent n'est pas tout dans la vie? Absolument, c'est vrai. L'argent n'est pas tout. Il y a l'amour, la santé, les relations, le but, la paix intérieure. Tout cela est plus important que l'argent. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais voici le problème. Quand tu utilises cette phrase, tu ne l'utilises pas comme une vérité philosophique. Tu l'utilises comme une excuse pour ne pas faire d'efforts pour améliorer ta situation financière. Tu l'utilises comme un bouclier pour te protéger de ta propre médiocrité économique. Laisse-moi te poser une question directe. Si l'argent n'est vraiment pas important pour toi, pourquoi passes-tu tant de temps à t'inquiéter à son sujet? Pourquoi perds-tu le sommeil en pensant à comment payer les factures? Pourquoi te stresses-tu quand arrivent les dépenses imprévues? Pourquoi te sens-tu mal quand tu ne peux pas donner à tes enfants ce qu'ils demandent? Si l'argent n'est vraiment pas important, pourquoi son absence te cause-t-elle tant de souffrance? La vérité est que l'argent est important, pas le plus important, mais important. Et nier son importance ne te rend pas plus spirituel ou plus noble. Cela te rend simplement pauvre et frustré. Parce que tu vis dans une contradiction. D'un côté, tu dis que l'argent n'est pas important. De l'autre, tout dans ta vie quotidienne te montre à quel point il l'est. Au Japon, nous ne tombons pas dans ce type d'hypocrisie. Nous reconnaissons que l'argent est un outil important, pas le seul, pas le plus important, mais important. Et comme tout outil important, il mérite respect, attention et maîtrise. Tu ne dirais pas « un marteau n'est pas tout dans la vie » comme excuse pour ne jamais apprendre à clouer correctement. Alors pourquoi dis-tu « l'argent n'est pas tout dans la vie » comme excuse pour ne jamais apprendre à le gérer correctement? Et cette autre variante, les riches sont malheureux. D'où sort ça? De quelles données? De quelle étude? Et ou est-ce simplement quelque chose que tu te répètes pour te sentir mieux face à ta propre situation financière? Je vais te dire d'où ça sort. Ça sort d'histoires que nous nous racontons pour justifier notre médiocrité. Ça sort du besoin humain de croire que ceux qui ont ce que nous n'avons pas souffrent d'une manière ou d'une autre pour équilibrer l'univers. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des riches heureux et des riches malheureux. Il y a des pauvres heureux et des pauvres malheureux. La richesse matérielle et le bonheur émotionnel sont deux variables indépendantes. Elles ne s'excluent pas mutuellement. Tu peux être riche et heureux. Tu peux être pauvre et heureux. Tu peux être riche et malheureux. Tu peux être pauvre et malheureux. La richesse n'est pas la cause du bonheur ni du malheur. C'est simplement un facteur parmi beaucoup d'autres. Mais quand tu t'accroches à l'idée que les riches sont malheureux, tu crées en toi une résistance psychologique à devenir riche. Parce que personne ne veut être malheureux. Alors si ton esprit associe richesse avec malheur, il va saboter subconsciemment tous tes efforts pour améliorer ta situation financière.
Tu vas t'auto-saboter encore et encore sans comprendre pourquoi. Et la raison sera cette croyance toxique que tu as acceptée comme vérité. Et cette dernière, mieux vaut être pauvre, mais honnête. Comme si richesse et honnêteté s'excluaient mutuellement. Comme si pour être riche, tu devais nécessairement être malhonnête. C'est une insulte aux millions de personnes qui ont construit leur richesse avec intégrité, travail et intelligence. Et c'est une excuse parfaite pour celui qui ne veut pas faire l'effort. La vérité est que tu peux être pauvre et malhonnête. Tu peux être riche et malhonnête. Tu peux être pauvre et honnête. Et tu peux être riche et honnête. La variable n'est pas la quantité d'argent. La variable est ton caractère, ton intégrité, tes valeurs. Et ces choses ne changent pas avec ton compte bancaire. Si tu es honnête avec 1000, tu seras honnête avec 1 million. Si tu es malhonnête avec 1000, tu seras malhonnête avec 1 million. L'argent n'est qu'un amplificateur de ce que tu es déjà. Alors arrête d'utiliser ces phrases comme excuse. Arrête de te convaincre que ta pauvreté est une vertu. Ce n'est pas le cas. La pauvreté n'est pas une vertu. Ce n'est pas un signe de spiritualité. Ce n'est pas une preuve de bonté. C'est simplement un état économique. Et rien de plus, rien de moins. Et tu as le droit de vouloir le changer sans te sentir coupable, sans sentir que tu trahis certaines valeurs morales. Au Japon, nous avons un profond respect pour la simplicité, pour le détachement matériel. Mais ce respect ne vient pas de la pauvreté. Il vient du choix. Il vient de la capacité de choisir de vivre simplement même quand tu pourrais vivre luxueusement. C'est très différent. La simplicité choisie depuis l'abondance est sagesse. La pauvreté justifiée avec des phrases moralisantes est auto-tromperie. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris au fil des ans. Les personnes qui disent « l'argent n'est pas tout » tombent généralement dans 2 catégories. La première est ceux qui ont déjà résolu leurs besoins financiers de base et peuvent se permettre le luxe de philosopher sur l'importance relative de l'argent. La seconde, ceux qui ne les ont pas résolus et utilisent cette phrase comme consolation. Devine dans quelle catégorie tu te trouves. Si tu as des dettes, si tu ne peux pas dormir tranquille en pensant aux factures, si tu dépends économiquement de quelqu'un d'autre, si tu ne peux pas prendre de décisions libres parce que tu es prisonnier de ta situation financière, alors arrête de dire que l'argent n'est pas important. Parce que dans ta vie, en ce moment, c'est très important. Et nier cette importance ne résout rien. Cela ne fait que te maintenir dans une bulle d'auto-tromperie qui t'empêche d'agir. Change cette pensée. Ne dis pas « l'argent n'est pas tout » ou que donc je ne vais pas m'efforcer de l'améliorer. Dis plutôt « précisément parce que l'argent n'est pas tout, je vais maîtriser ce domaine de ma vie pour pouvoir me concentrer sur ce qui est vraiment important, sans que la pression financière me détruise. » Tu vois la différence ? C'est transformer une excuse en motivation. C'est utiliser la même vérité mais dans la direction correcte. Parce que voici ce que personne ne te dit. Quand tes finances sont en ordre, quand tu as stabilité et sécurité économique, tu peux vraiment te concentrer sur ce qui est important. Tu peux cultiver tes relations. Tu peux poursuivre ton but. Tu peux prendre soin de ta santé. Tu peux être généreux. Tu peux servir les autres. Mais quand tes finances sont un chaos, quand tu vis dans le stress constant de l'argent, tout le reste souffre. Tes relations souffrent. Ta santé souffre. Ta paix mentale souffre. Tout souffre. Alors l'argent n'est pas tout, mais sa gestion correcte est la base qui te permet de te concentrer sur tout le reste. C'est comme la fondation d'une maison. La fondation n'est pas la maison. Mais sans une fondation solide, la maison s'écroule. Eh bien, l'argent
est la fondation de ta vie pratique. Et ignorer cette fondation en répétant que l'argent n'est pas tout est la garantie que toute ta vie sera instable. Maintenant, je vais toucher un nerf. Je vais parler d'une pensée qui est profondément ancrée dans la culture latino-américaine. Une pensée qui génère plus de pauvreté que presque n'importe quelle autre. Et c'est celle-ci. Travailler dur est la clé du succès ou sa variante. Personne ne me donnera rien. Je dois tout gagner avec mon effort. Attends. Ne te fâche pas encore. Écoute-moi. Le travail dur est-il important? Oui, absolument. Sans travail, il n'y a pas de résultat. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais voici le problème. Le travail dur seul ne suffit pas. Et dans de nombreux cas, travailler plus dur est précisément ce qui te maintient pauvre. Laisse-moi te l'expliquer. Je vois des gens en Amérique latine travailler 12, 14, 16 heures par jour. Je les vois sacrifier leur santé, leur famille, leur vie entière au travail. Et ils restent pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en dur, mais pas intelligemment. Parce qu'ils confondent activité avec productivité. Parce qu'ils croient que transpirer est synonyme de progrès. Au Japon, nous apprécions beaucoup le travail. Nous avons une culture de discipline et d'effort qui est reconnue dans le monde entier. Mais nous comprenons aussi quelque chose que beaucoup en Amérique latine semblent ignorer. L'efficacité était plus importante que l'effort. Les résultats sont plus importants que les heures. Travailler intelligemment est infiniment plus précieux que travailler dur. Pense-y. Un ouvrier du bâtiment peut travailler 10 heures par jour portant des briques. C'est un travail dur, physiquement épuisant. Mais combien gagne-t-il? Peu. Maintenant compare-le avec un architecte qui a conçu le bâtiment. Il travaille peut-être 5 heures par jour, assis dans un bureau. C'est moins de travail physique, mais il gagne beaucoup plus. Pourquoi? Parce que son travail génère plus de valeur. Il ne s'agit pas de qui travaille le plus dur. Il s'agit de qui génère le plus de valeur. Mais la mentalité du « je dois travailler dur » ne comprend pas ça. Elle équivaut effort avec valeur. Elle pense que si tu transpires plus, tu dois gagner plus. Mais ce n'est pas vrai. Le marché ne paie pas pour ton effort. Le marché paie pour la valeur que tu génères. Et ces deux choses ne sont pas toujours corrélées. Tu peux travailler extrêmement dur sur quelque chose qui ne génère aucune valeur et ne rien recevoir pour ça. Ou tu peux travailler modérément dur sur quelque chose qui génère énormément de valeur et être très bien rémunéré. Le facteur déterminant n'est pas l'effort, c'est la valeur, c'est l'impact, c'est la façon dont ton travail résout des problèmes pour d'autres personnes. Et ici vient le piège mental. Quand tu crois que travailler dur est la clé, tu te concentres sur travailler plus. Plus d'heures, plus d'efforts, plus de sacrifices. Mais tu ne te concentres pas sur travailler mieux, sur augmenter la valeur que tu génères, sur développer des compétences qui sont mieux payées, sur créer des systèmes qui multiplient ton impact. Non. Tu te concentres uniquement sur donner plus d'efforts. Et ensuite, tu es frustré quand les résultats n'arrivent pas proportionnellement à ton sacrifice. Laisse-moi te donner un exemple que j'ai vu 1000 fois. Une femme qui lave des vêtements à la main. Elle travaille 10 heures par jour. C'est un travail exténuant. Ses mains sont abîmées. Son dos lui fait mal. Elle travaille très, très dur. Mais elle gagne à peine assez pour survivre. Pourquoi? Parce que son modèle de travail ne scale pas. Il y a une limite à combien de vêtements elle peut laver avec ses mains. Et quand elle atteint cette limite, elle ne peut plus augmenter ses revenus sans travailler encore plus d'heures, ce qui est impossible parce qu'elle travaille déjà au maximum de sa capacité. Maintenant, imagine qu'elle change sa mentalité. Au lieu de penser
je dois travailler plus dur. Elle pense, je dois travailler plus intelligemment. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Peut-être qu'elle pourrait économiser pour acheter une machine à laver. Avec cette machine, elle pourrait laver le triple en moins de temps. Ou peut-être qu'elle pourrait s'associer avec d'autres lavandières et créer une petite entreprise. Ou peut-être qu'elle pourrait apprendre à gérer un service de lavanderie au lieu d'être simplement celle qui lave. Les possibilités se multiplient quand tu changes ton approche de plus d'effort à plus d'intelligence. Mais la mentalité du travail dur résiste à ça, parce qu'elle est fière de l'effort. Elle voit l'effort comme une vertu en soi. Et d'une certaine manière, c'est vrai. L'effort est une vertu. Mais l'effort mal dirigé est un gaspillage. C'est comme ramer très fort dans la mauvaise direction. Peu importe combien tu rames, tu n'arriveras pas où tu veux aller. Au Japon, nous avons le concept de Kaizen, amélioration continue. Mais ce n'est pas une amélioration de l'effort, c'est une amélioration de l'efficacité. C'est chercher constamment de meilleures façons de faire les choses. Pas travailler plus, travailler mieux, éliminer le gaspillage, optimiser les processus, augmenter les résultats avec le même effort ou moins. C'est ça la mentalité qui construit de la richesse. Pas combien plus puis-je travailler, mais comment puis-je générer plus de valeur avec le même temps? C'est une différence subtile dans les mots, mais énorme dans les résultats. Et cette autre variante, personne ne me donnera rien. C'est vrai, personne ne va te donner rien. Mais voici ce que cette mentalité ne comprend pas. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne quelque chose. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à collaborer, à créer de la valeur ensemble, à construire des relations qui bénéficient aux deux parties. La richesse ne se construit pas dans l'isolement. Elle se construit dans la connexion. Quand tu penses « personne ne me donnera rien », tu crées une mentalité d'isolement. Toi contre le monde. Et peut-être que c'est vrai que personne ne va te donner quelque chose gratuitement. Mais les gens vont collaborer avec toi si tu leur offres de la valeur. Ils vont investir en toi si tu démontres du potentiel. Ils vont s'associer avec toi si tu apportes quelque chose à la table. La mentalité correcte n'est pas « personne ne me donnera rien, donc je dois tout faire seul ». La mentalité correcte est « je vais créer tellement de valeur que les gens voudront travailler avec moi, investir en moi, me recommander ». Tu vois, ce n'est pas attendre que quelqu'un te donne quelque chose, c'est créer quelque chose de si précieux que les opportunités viennent naturellement. Mais quand tu es marié avec l'idée du travail dur solitaire, tu fermes ses portes, tu refuses l'aide, tu refuses la collaboration, tu refuses les opportunités parce que dans ton esprit, accepter de l'aide ou travailler avec d'autres est une forme de faiblesse. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Les personnes les plus riches du monde n'ont pas construit leur richesse seules. Elles l'ont construite en créant des équipes, en formant des alliances, en s'entourant de personnes plus intelligentes qu'elles dans des domaines spécifiques. Alors change cette pensée. Le travail dur est important, mais ce n'est pas suffisant. Ce dont tu as besoin, c'est de travailler intelligemment, de créer de la valeur, de construire des systèmes qui multiplient ton impact et de collaborer avec d'autres pour atteindre ce que tu ne pourrais jamais atteindre seul. Ça, c'est la mentalité qui construit de la richesse réelle. Parlons maintenant d'une pensée qui paralyse financièrement des millions de personnes. Une pensée qui semble prudente, mais qui est en réalité de la peur déguisée. Et c'est celle-ci. Je vais attendre le bon moment. Ou ses variantes. Quand j'aurai plus de connaissances, je commencerai. Quand les conditions seront meilleures. Quand je serai vraiment prêt.
Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris après 6 décennies de vie. Le moment parfait n'existe pas. Jamais. Il n'existait pas hier. Il n'existe pas aujourd'hui. Il n'existera pas demain. Parce que le moment parfait est une fiction que nous créons dans notre esprit pour justifier notre inaction. Pense-y. Quand serais-tu vraiment prêt? Quand aurais-tu assez de connaissances? Quand les conditions seraient-elles parfaites? La réponse est jamais. Parce que tu peux toujours trouver une raison pour attendre. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. Il y a toujours une certaine incertitude dans l'environnement. Il y a toujours une excuse pour reporter. Au Japon, nous avons une compréhension très claire de quelque chose. L'action imparfaite est supérieure à la perfection paralysée. Il vaut mieux commencer avec 80% de préparation que d'attendre d'avoir 100% et ne jamais commencer. Parce que les 20% qui manquent, tu ne les apprendras pas en étudiant plus. Tu les apprendras en faisant, en te trompant, en t'ajustant. Il y a une sagesse dans le monde des arts martiaux japonais que peu de gens comprennent. Tu n'apprends pas à nager en lisant des livres sur la natation. Tu apprends à nager en entrant dans l'eau. Oui, tu peux lire pour comprendre la théorie. Mais à un certain moment, tu dois te mouiller. Et beaucoup de gens passent toute leur vie à lire sur la natation sans jamais entrer dans la piscine. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne savent pas nager. C'est exactement pareil avec l'argent. Tu peux lire 100 livres sur l'investissement, mais si tu n'investis jamais, tu n'apprendras jamais vraiment. Tu peux étudier des stratégies d'affaires pendant des années, mais si tu ne lances jamais une affaire, tout restera théorique. La connaissance sans action est stérile. C'est de l'information morte qui ne produit aucun résultat. Mais la mentalité du « j'attendrai le bon moment » est confortable. Elle te donne l'illusion que tu fais quelque chose. Je me prépare, j'étudie, je planifie. Mais tu ne fais rien de réel. Tu ne prends aucun risque réel. Tu ne sors pas de ta zone de confort. Tu restes en sécurité dans le monde de la théorie et de la planification, en évitant le monde inconfortable de l'action et des résultats. Laisse-moi te raconter quelque chose. J'ai connu des personnes qui ont passé 5 ans à se préparer pour démarrer une affaire. 5 ans. À lire, à étudier, à planifier. Et sais-tu ce qui s'est passé quand finalement elles ont démarré? Elles ont découvert que 80% de ce qu'elles avaient étudié n'était pas applicable à leur situation réelle, et que les vrais apprentissages, ceux qui importaient vraiment, ils les ont acquis dans les 6 premiers mois d'action. 5 ans perdus, en préparation excessive, 6 mois d'apprentissage réel. D'un autre côté, j'ai connu des personnes qui ont commencé avec très peu de préparation. Elles ont fait des erreurs. Bien sûr qu'elles en ont fait, beaucoup, mais elles ont appris rapidement. Elles se sont ajustées, elles ont évolué, et en 5 ans, elles avaient construit quelque chose de solide, et tandis que les préparateurs étaient encore en train de planifier. Quel groupe penses-tu avoir mieux réussi? La réponse est évidente. Maintenant, je ne dis pas que tu doives agir de manière imprudente. Je ne dis pas que tu doives sauter dans la piscine sans savoir s'il y a de l'eau. Ce serait stupide. Ce que je dis, c'est qu'il y a un équilibre. Il y a un point où tu as assez de connaissances pour commencer. Peut-être pas pour réussir parfaitement, mais pour commencer. Et ce point arrive beaucoup plus tôt que ce que la plupart des gens pensent. La règle que j'ai toujours suivie est celle-ci. Si tu as 70% de l'information et que tu comprends les risques de base, c'est suffisant pour commencer. Le 30% restant, tu l'apprendras en chemin. Parce que ce 30% ne peut pas s'apprendre dans les livres. Il peut seulement s'apprendre dans la pratique. Mais la mentalité du
j'attendrai le bon moment, cherche toujours 100%. Et comme 100% n'arrive jamais, elle n'agit jamais. C'est un mécanisme de défense psychologique parfait. Elle te protège de l'échec parce que tu n'essaies jamais. Mais elle te condamne aussi au même résultat que l'échec. Rien. Et ici vient quelque chose que personne ne veut accepter. Le coût d'attendre est souvent plus élevé que le coût d'échouer. Si tu commences et échoues, tu perds peut-être du temps et de l'argent, mais tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des apprentissages, tu gagnes de la clarté sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais si tu attends et n'agis jamais, tu perds du temps de toute façon. Et tu ne gagnes rien. Zéro apprentissage, zéro expérience, zéro progrès. Pense-y en termes d'investissement. Imagine 2 personnes. La personne A attend le moment parfait pour commencer à investir. Elle étudie pendant 5 ans, attendant de tout comprendre et que les conditions du marché soient idéales. La personne B commence à investir immédiatement avec les connaissances de base en investissant de petites quantités chaque mois. Après 5 ans, qui sera dans une meilleure position? La personne B, sans aucun doute, même si elle a fait des erreurs, même si certains de ses investissements n'ont pas fonctionné, parce qu'elle a accumulé 5 ans d'expérience réelle. Elle a sur la vue comment le marché se comporte dans différentes conditions. Elle a appris de ses erreurs. Et surtout, elle a 5 ans de croissance composée. Pendant ce temps, la personne A a zéro expérience, zéro croissance. Seulement de la connaissance théorique qui n'a jamais été testée. Au Japon, nous comprenons quelque chose de fondamental. Le temps est la ressource la plus précieuse, plus précieux que l'argent. Parce que l'argent peut être récupéré. Le temps, non. Chaque jour que tu passes à attendre le moment parfait est un jour que tu ne récupéreras jamais. C'est un jour de croissance composé que tu perds. C'est un jour d'apprentissage que tu sacrifies. C'est un jour de progrès que tu abandonnes. Et le pire, c'est que plus tu attends, plus il devient difficile de commencer. Parce que l'inaction crée plus d'inaction. La paralysie se renforce, la peur grandit, la zone de confort devient plus rigide, jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que 10 ans ont passé et que tu es exactement au même endroit, ou qu'avec les mêmes excuses, attendant toujours ce moment parfait qui n'est jamais venu. Alors change cette pensée, arrête d'attendre le moment parfait, commence avec ce que tu as, où tu es, comme tu es. Commence petit si tu veux. Commence prudemment si nécessaire, mais commence. Parce que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Pas demain, pas le mois prochain, pas quand les conditions seront meilleures. Maintenant, l'action crée de la clarté, l'action génère de la momentum, l'action produit des résultats. Et même quand les résultats ne sont pas ce que tu attendais, ils sont infiniment plus précieux que l'inaction parfaitement planifiée. Maintenant, je vais aborder une pensée particulièrement toxique que je vois tout le temps en Amérique latine. Une pensée qui maintient des générations entières dans la médiocrité financière. Et c'est celle-ci. Je mérite de profiter de mon argent. Ou ses variantes. Je travaille dur, je mérite de me récompenser. On ne vit qu'une fois. L'argent est fait pour être dépensé. Attention, respire. Écoute ce que je vais vraiment dire. Tu mérites-tu de profiter de la vie? Oui, absolument. Tu mérites-tu de te récompenser pour ton travail? Aussi, devrais-tu vivre comme un ermite en accumulant chaque centime sans jamais profiter de rien? Non, ce serait absurde et malheureux. Mais voici le problème. Cette pensée, telle qu'elle est utilisée par la plupart des gens, n'est pas une philosophie de vie équilibrée.
C'est une justification pour un consumérisme impulsif. C'est une excuse pour des dépenses qui détruisent ton futur. C'est un mantra qui te maintient dans un cycle de gain-dépense, sans jamais construire rien de solide. Laisse-moi te poser quelques questions. Quand tu dis « je mérite de profiter de mon argent », que veux-tu dire exactement? Profiter de quoi? Acheter des choses que tu ne peux pas te permettre? Financer un style de vie qui dépasse tes moyens? Dépenser maintenant au prix de souffrir plus tard? C'est ça, profiter. Ou peut-être que profiter serait avoir la tranquillité de savoir que tu as un fonds d'urgence. Profiter serait dormir paisiblement en sachant que tu n'as pas de dette qui te pèse. Profiter serait avoir la liberté de prendre des décisions sans être prisonnier de tes obligations financières. Profiter serait arriver à la vieillesse avec dignité et sécurité au lieu de dépendre de la charité de tes enfants ou de l'État. Mais tu vois, la définition de profiter est très différente selon la perspective temporelle que tu utilises. Si tu penses seulement au plaisir immédiat, profiter signifie dépenser. Mais si tu penses au bien-être à long terme, profiter signifie construire. Au Japon, nous avons un concept très différent de la récompense et du plaisir. Nous ne rejetons pas la jouissance, mais nous comprenons que la vraie jouissance vient de l'équilibre, de la modération, du sens du timing. Nous comprenons que le plaisir impulsif est superficiel et éphémère, tandis que la satisfaction qui vient de la construction patiente est profonde et durable. Il y a une différence énorme entre profiter de ton argent et gaspiller ton argent. Et beaucoup de personnes confondent les deux. Elles pensent que si elles n'achètent pas ce nouveau téléphone et cette nouvelle voiture, ces vêtements de marque, elles ne profitent pas de la vie. Mais c'est une illusion créée par la société de consommation. Une illusion qui enrichit les entreprises et appauvrit les consommateurs. La vraie question n'est pas « est-ce que je mérite d'acheter ceci ?» La vraie question est « est-ce que cet achat ajoute une valeur réelle à ma vie ou est-ce simplement une gratification impulsive qui me fera sentir bien pendant quelques jours et ensuite me laissera dans la même situation ou pire ?» Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu travailles toute la semaine, c'est vendredi, tu as ton salaire, tu penses « je mérite de me récompenser ». Alors tu sors et dépenses l'équivalent de 20% de ton salaire dans un dîner cher, quelques verres, peut-être un achat impulsif dans un magasin. Sur le moment, mais tu te sens bien. Tu sens que tu profites, que tu te récompenses. Mais lundi arrive et tu réalises que ces 20% manquent maintenant pour tes obligations, ou qu'ils manquent pour cette opportunité d'investissement, ou qu'ils manquent pour ton fonds d'urgence. Et maintenant, tu es stressé, tu es tendu, tu vis toute la semaine suivante dans la pression financière. Est-ce que tu as vraiment profité, ou as-tu simplement échangé quelques heures de plaisir superficiel contre une semaine de stress? Maintenant, imagine un scénario différent. Tu prends ces 20% et tu les épargnes ou investis. Sur le moment, tu ne sens peut-être pas la récompense immédiate. Mais après 1 an, tu as accumulé un montant significatif. Après 2 ans, ce montant a grandi. Après 5 ans, et tu as créé un coussin financier qui te donne une tranquillité que tu n'avais jamais eue. Maintenant, vraiment, tu profites. Tu profites de la sécurité. Tu profites de la liberté. Tu profites des options que l'argent accumulé te donne. Quelle est la vraie récompense? Le plaisir de quelques heures ou la tranquillité de plusieurs années? Mais la mentalité du « je mérite de profiter » ne pense pas comme ça. Elle ne pense qu'au présent. Elle ne voit que l'immédiat. Elle est myope financièrement. Et cette myopie la détruit lentement, mais sûrement. Et cette phrase « on ne vit qu'une fois,
c'est vrai. On ne vit qu'une fois. Précisément pour cette raison, ne voudrais-tu pas vivre cette unique vie avec stabilité, sécurité et liberté? Ne voudrais-tu pas que cette unique vie ne soit pas une lutte constante contre les dettes et la pression financière? On ne vit qu'une fois n'est pas un argument pour dépenser imprudemment. C'est un argument pour construire sagement. Parce que voici ce que personne ne te dit quand ils te vendent cette philosophie du « profite maintenant ». Ils ne te disent non pas que ton « maintenant » n'est qu'un petit fragment de ta vie, que tu vas peut-être vivre 80 ou 90 ans, et que si tu profites imprudemment pendant les premières décennies, tu vas souffrir pendant les dernières. Est-ce ça, vivre pleinement? Profiter de 30 ans et souffrir de 50. Au Japon, nous pensons en générations, pas en moments. Nous pensons en décennies, pas en week-end. Cette perspective temporelle change tout. Elle ne nous empêche pas de profiter. Mais elle contextualise la jouissance dans un cadre plus large de sagesse et de prévoyance. Et voici quelque chose de crucial que tu dois comprendre. Les personnes vraiment riches, celles qui ont construit une richesse réelle et durable, profitent aussi. Bien sûr qu'elles profitent, mais leur façon de profiter est différente. Elles ne profitent pas de manière impulsive, elles ne profitent pas de manière destructive, elles profitent de manière intentionnelle et soutenable. Elles peuvent s'offrir ce voyage parce qu'elles ont planifié et épargné spécifiquement pour ça. Elles peuvent acheter cette chose chère parce que c'est une petite fraction de leur patrimoine et que ça n'affecte pas leur stabilité. Elles profitent depuis l'abondance, pas depuis la rareté, depuis la sécurité, pas depuis l'imprudence. Mais la personne avec la mentalité du « je mérite de profiter » profite depuis la rareté. Elle dépense de l'argent qu'elle n'a pas vraiment. Elle s'endette pour maintenir un style de vie qu'elle ne peut pas se permettre. Elle sacrifie son futur pour quelques moments de gratification présente. Et ensuite, elle se demande pourquoi elle ne peut jamais avancer financièrement. La vérité est dure, mais nécessaire. Tu ne mérites pas de profiter de l'argent que tu n'as pas. Tu ne mérites pas de vivre un style de vie que tu ne peux pas soutenir. Ce que tu mérites, c'est les conséquences de tes décisions. Si tu décides de dépenser imprudemment, tu mérites le stress et l'instabilité qui viennent avec ça. Si tu décides de construire patiemment, tu mérites la tranquillité et la sécurité qui viennent avec ça. Alors, change cette pensée. Ne dis pas « je mérite de profiter de mon argent » comme justification pour des dépenses imprudentes. Dis plutôt « je mérite de construire une vie de stabilité et liberté financière, et pour ça, je vais prendre des décisions intelligentes qui favorisent mon bien-être à long terme, tout en profitant modérément et intentionnellement du présent. » C'est plus long. Ce n'est pas aussi accrocheur, mais c'est infiniment plus sage. Parlons maintenant d'une pensée qui limite sévèrement le potentiel financier de millions de personnes. Une pensée si profondément enracinée qu'elle semble évidente, incontestable, mais c'est précisément son apparence d'évidence qui la rend si dangereuse. La pensée est celle-ci. Mon revenu dépend de mon salaire. Ou sa variante. Je gagne ce que mon travail paie. Attends. Réfléchis à ça pendant un moment. Est-ce vraiment vrai? Ton revenu dépend-il uniquement de ton salaire? Ou est-ce une limitation mentale que tu as acceptée comme réalité? Laisse-moi te montrer le problème avec cette pensée. Quand tu crois que ton revenu égale ton salaire, tu crées un plafond mental. Tu limites tes possibilités à ce qu'un employeur est disposé à te payer. Tu mets ton bien-être financier entièrement dans les mains de quelqu'un d'autre. Et pire, tu arrêtes de chercher d'autres sources de revenus, parce que dans ton esprit,
Le revenu vient d'un seul endroit, ton emploi. C'est une mentalité d'employé, et il n'y a rien de mal à être un employé. Mais il y a quelque chose de très mal à penser comme un employé, même en dehors de ton emploi. Parce que cette mentalité te maintient dépendant, limité, vulnérable. Au Japon, et nous avons appris quelque chose de crucial après les crises économiques que nous avons traversées. L'emploi unique n'est pas sécurité, c'est vulnérabilité, parce que toute ta structure financière dépend d'une seule source. Et si cette source se tarit, se ferme, te licencie, tout s'écroule. C'est comme construire une maison sur un seul pilier. Si ce pilier tombe, la maison entière tombe. La vraie sécurité vient de la diversification. Pas seulement la diversification des investissements, mais la diversification des sources de revenus. Avoir plusieurs flux d'argent entrants, de sorte que si l'un échoue, les autres te soutiennent. C'est ça la stabilité réelle. Mais la mentalité du « mon revenu égale mon salaire » ne pense pas comme ça. Elle met tous ses œufs dans le même panier et espère que le panier ne tombe jamais. C'est de l'espoir, et pas de la stratégie. C'est croiser les doigts, pas planifier. Alors laisse-moi te poser une question. Pourquoi ton revenu devrait-il être limité à ce qu'une entreprise te paie pour 40 heures de travail par semaine? Tu as plus que 40 heures dans une semaine. Tu as des compétences, des connaissances, du temps, de la créativité. Pourquoi tout ça devrait-il être canalisé dans un seul flux de revenus? La réponse est que ça ne devrait pas. Mais c'est ce qui arrive quand tu penses que ton salaire est ton revenu. Tu ne cherches pas d'alternative. Tu n'explores pas d'opportunités. Tu ne construis pas de sources secondaires. Tu te contentes de ce qu'on te donne et espères que ce sera suffisant. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai observé pendant des décennies. Les personnes qui accumulent de la richesse, riches, ont rarement une seule source de revenus. Elles ont leur emploi principal, peut-être. Mais elles ont aussi des investissements qui génèrent des rendements. Elles ont peut-être un petit projet secondaire. Elles ont peut-être des revenus passifs de quelque chose qu'elles ont créé. Elles ont diversifié leur flux de revenus, de sorte que leur sécurité ne dépend jamais d'une seule source. Et voici quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de quitter ton emploi pour créer d'autres sources de revenus. Tu n'as pas besoin de devenir entrepreneur à plein temps. Tu peux commencer petit, très petit, avec quelques heures par semaine, avec une petite quantité d'argent à investir, avec une compétence que tu monétises de manière secondaire. L'important n'est pas la taille. L'important est de briser ce plafond mental qui dit que ton revenu ne peut venir que d'un seul endroit. Au Japon, nous avons un concept appelé Fukugyo, qui signifie avoir un travail secondaire ou des sources de revenus multiples. Ce n'est pas vu comme un signe de besoin, mais comme un signe de prudence et d'intelligence financière. C'est reconnaître que la sécurité vient de la diversification, pas de la dépendance. Mais en Amérique latine, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Il y a une certaine stigmatisation autour d'avoir plusieurs sources de revenus, comme si c'était un signe que ton emploi principal ne suffit pas, comme si c'était une admission d'échec. Mais c'est exactement le contraire. C'est un signe d'intelligence, c'est un signe d'ambition saine, c'est un signe que tu prends ton futur financier au sérieux. Et pense-y de cette façon. Si tu as une seule source de revenus de 1000 $, tu as 1000 $. Si tu as deux sources de 500 $ chacune, tu as aussi 1000 $. Mais dans le second cas, tu as le double de sécurité, parce que si une source disparaît, tu as encore l'autre. C'est des mathématiques simples. Mais c'est aussi une psychologie profonde. Alors comment changes-tu cette mentalité ? Comment passes-tu de penser « mon revenu égale mon salaire »
à penser « mon revenu est la somme de multiples flux que je peux créer et augmenter ». D'abord, tu dois accepter que tu n'es pas seulement un employé. Tu es un agent économique avec multiples capacités et possibilités. Tu as des compétences que d'autres valoriseraient. Tu as du temps que tu pourrais investir dans des activités génératrices de revenus. Tu as peut-être un peu d'argent que tu pourrais faire travailler pour toi au lieu de le laisser dormir. Deuxièmement, tu dois commencer à explorer. Quelles sont tes compétences qui pourraient être monétisées en dehors de ton emploi? As-tu des connaissances que tu pourrais enseigner? As-tu des capacités que tu pourrais offrir comme service freelance? As-tu des hobbies qui pourraient se convertir en petites affaires? As-tu de l'argent que tu pourrais investir dans des actifs générateurs de revenus? Troisièmement, tu dois agir, même si c'est petit, même si c'est lent, mais commence à construire ces flux secondaires. Peut-être que tu commences par investir 50 $ par mois dans un fonds d'investissement. C'est un début. Et peut-être que tu offres tes services de conception graphique les week-ends et gagnes 100 $ supplémentaires par mois. C'est un début. Peut-être que tu loues une pièce de ta maison. C'est un début. L'important est de casser le modèle mental de « un emploi égale un revenu ». Parce que ce modèle te maintient prisonnier. Il te rend vulnérable. Il limite ton potentiel. Et dans le monde économique actuel, où les emplois sont de moins en moins sûrs, c'est franchement dangereux. Je vais te dire quelque chose de dur mais vrai. Si tu perds ton emploi demain et que ton revenu tombe à 0, tu as un problème structurel sérieux dans ta vie financière. Parce que tu as construit une vie entière sur un seul point de soutien. Et quand ce point échoue, tout s'écroule. Mais si tu perds ton emploi demain et que ton revenu baisse de 50 ou 60% parce que tu as d'autres flux, tu as un problème temporaire. Inconfortable, oui, mais gérable. Tu as du temps pour t'ajuster, pour chercher un nouvel emploi, pour augmenter tes autres sources. Tu n'es pas en chute libre, tu as des filets de sécurité. C'est ça la différence entre penser « mon revenu égale mon salaire » et penser « mon revenu est un système diversifié que je contrôle et peux ajuster ». C'est la différence entre être une victime des circonstances et être un architecte de ton propre destin financier. Alors change cette pensée. Commence à voir ton revenu, non pas comme quelque chose qui te vient d'un seul endroit, mais comme quelque chose que tu peux créer de multiples manières. Et ensuite, agis en conséquence, construis, diversifie, crée, parce que ta sécurité financière ne devrait jamais dépendre de la générosité ou de la stabilité d'un seul employeur. Maintenant, je vais toucher quelque chose de profondément enraciné dans la psychologie financière latino-américaine. Quelque chose que j'ai observé encore et encore et qui me cause une profonde préoccupation. C'est une pensée qui semble noble en surface, mais qui est profondément destructrice dans ses effets. La pensée est celle-ci. La famille passe avant tout, ou ses variantes. Je ne peux pas dire non à ma famille. Si ma famille a besoin, je dois aider. Maintenant, avant que tu sautes avec indignation, laisse-moi être très clair. J'ai un profond respect pour la famille. Au Japon aussi, nous avons une culture très familiale. Nous honorons nos parents. Nous nous soucions de nos enfants. Et nous avons des obligations familiales. Alors je ne dis pas que la famille n'est pas importante. Ce que je dis, c'est que la façon dont cette pensée est souvent appliquée en Amérique latine est financièrement destructrice. Voici le problème. Quand tu penses « la famille passe avant tout », sans limite, sans frontières, sans équilibre, tu te sacrifies financièrement de manière qui n'aide vraiment personne à long terme. Tu donnes de l'argent que tu n'as pas.
Tu assumes des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Tu résous des problèmes temporairement qui réapparaissent encore et encore parce que tu traites le symptôme, pas la cause. Laisse-moi te donner un exemple que j'ai vu 1000 fois. Un fils ou une fille qui travaille dur, qui essaye d'économiser, qui essaye de construire son futur, mais chaque fois qu'il accumule un peu d'argent, un membre de la famille apparaît avec une urgence, une facture impayée, une dette, un besoin. Et le fils ou la fille, en bon fils ou bonne fille, donne l'argent, parce que la famille passe avant tout. Mais que se passe-t-il? Le fils ou la fille ne peut jamais avancer, ne peut jamais construire un fonds d'urgence, ne peut jamais investir, ne peut jamais créer de sécurité pour son propre futur. Et les membres de la famille qui reçoivent l'aide ne résolvent jamais leurs problèmes fondamentaux. Parce que pourquoi le ferait-il? Il y a toujours quelqu'un qui vient à la rescousse. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, un enabler. Tu ne résous pas le problème, tu le perpétues. Tu donnes du poisson au lieu d'enseigner à pêcher. Et au final, tout le monde perd. Toi, parce que tu te sacrifies sans construire. Et eux, parce qu'ils ne développent jamais l'autonomie et la responsabilité dont ils ont besoin. Au Japon, nous avons une compréhension très différente de l'aide familiale. Nous aidons, oui, mais nous aidons d'une manière qui renforce, pas qui affaiblit. Nous aidons d'une manière qui encourage l'indépendance, pas la dépendance, parce que nous comprenons quelque chose de fondamental. La vraie aide n'est pas donner ce que quelqu'un veut. La vraie aide est donner ce dont quelqu'un a besoin pour devenir autonome. Et voici quelque chose de crucial que peu de gens comprennent. Quand tu te sacrifies financièrement pour ta famille, au point de te détruire toi-même, tu ne les aides pas. À long terme, tu les blesses. Parce que tu crées une culture de dépendance. Tu crées l'attente que quelqu'un viendra toujours sauver la situation. Et quand tu ne peux plus le faire, soit parce que tu n'as plus de ressources, soit parce que tu n'es plus là, toute cette structure s'effondre. Pense-y de cette façon. Si tu es dans un avion et que les masques à oxygène tombent, qu'est-ce qu'on t'instruit de faire? Mettre d'abord ton propre masque. Ensuite, aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu t'évanouis en essayant d'aider les autres d'abord, tu ne peux aider personne. C'est la même chose avec l'argent. Tu dois d'abord sécuriser ta propre situation financière. Ensuite, depuis cette position de force, tu peux vraiment t'aider les autres, mais la mentalité du « la famille passe avant tout » fait le contraire. Elle sacrifie d'abord ton masque à oxygène. Et ensuite, quand tu t'évanouis, tout le monde tombe avec toi. Alors comment devrais-tu penser à ça? Devrais-tu devenir égoïste? Et devrais-tu ignorer ta famille? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu dois établir des limites saines. Tu dois faire la différence entre aider et enabler. Tu dois comprendre que la vraie aide est parfois dire non. Si un membre de ta famille a une urgence médicale légitime, bien sûr que tu aides, c'est une urgence réelle. Mais si un membre de ta famille vient chaque mois avec une nouvelle urgence financière parce qu'il ne sait pas gérer son argent, là le problème n'est pas l'urgence. Le problème est le manque de gestion. Et donner de l'argent ne résout pas ça. En fait, ça l'empire. La vraie aide, dans ce cas, serait dire « Je ne vais pas te donner plus d'argent, mais je vais t'aider à apprendre à gérer ce que tu as. Je vais m'asseoir avec toi, et nous allons faire un budget. Je vais t'enseigner ce que je sais. Mais la responsabilité de changer tes habitudes est à toi. C'est inconfortable, c'est difficile, ça peut causer des tensions, mais c'est la vraie aide, parce que ça cherche à résoudre le problème de fond, pas juste le symptôme superficiel. Et voici quelque chose d'autre. En te sacrifiant financièrement pour ta famille, tu leur enseignes une leçon terrible.
Tu leur enseignes que l'irresponsabilité financière a des conséquences qui peuvent être évitées, que quelqu'un viendra toujours sauver la situation, que la planification et la discipline ne sont pas vraiment nécessaires. Penses-tu que c'est un bon enseignement? Penses-tu que ça les prépare pour un futur réussi? Au Japon, nous avons un proverbe. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui enseignes à pêcher, il mangera toute sa vie. Mais j'ajouterai quelque chose. Si tu continues à lui donner du poisson chaque fois qu'il a faim, sans jamais lui enseigner à pêcher, il ne mangera jamais par lui-même. Et quand tu n'es plus là pour donner du poisson, il mourra de faim. C'est dur, mais c'est vrai. Et c'est ce qui arrive quand la mentalité du « la famille passe avant tout » n'a pas de limite ni de sagesse. Alors, change cette pensée. Ne dis pas « la famille passe avant tout » comme une excuse pour te sacrifier financièrement de manière destructrice. Dis plutôt « j'aime ma famille et je veux vraiment l'aider et pour ça je vais d'abord créer ma propre sécurité financière pour pouvoir aider depuis une position de force et je vais aider d'une manière qui renforce leur autonomie, pas leur dépendance. » C'est plus long, c'est plus compliqué, mais c'est infiniment plus sage et plus aimant à long terme. Parlons maintenant d'une pensée qui tue le potentiel financier, de manière silencieuse mais mortelle. C'est une pensée si subtile que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils l'ont. Mais elle opère en arrière-plan, sabotant chaque effort, limitant chaque possibilité. La pensée est celle-ci. Je ne suis pas bon avec l'argent, ou ses variantes. Je ne comprends pas les finances. Les chiffres ne sont pas mon fort. L'argent est compliqué. Écoute-moi très attentivement. Cette pensée n'est pas une description de la réalité. C'est une prophétie auto-réalisatrice. C'est une excuse déguisée en vérité personnelle. Et c'est l'une des pensées les plus destructrices que tu puisses avoir. Pourquoi? Parce que quand tu te dis « je ne suis pas bon avec l'argent », tu crées une identité. Et une fois que quelque chose fait partie de ton identité, tu vas inconsciemment agir de manière cohérente avec cette identité. Tu vas t'auto-saboter pour prouver que ce que tu crois sur toi-même est vrai. Si tu crois que tu n'es pas bon avec l'argent, tu ne vas pas étudier les finances. Pourquoi le ferais-tu? Tu as déjà décidé que ce n'est pas ton fort. Tu ne vas pas faire l'effort d'apprendre à investir. Tu ne vas pas créer de budget. Tu ne vas pas suivre tes dépenses. Parce que toutes ces choses sont ce que font les personnes qui sont bonnes avec l'argent. Et tu as déjà décidé que ce n'est pas toi. Tu vois le piège? Ce n'est pas que tu ne sois pas bon avec l'argent. C'est que tu as décidé que tu ne l'es pas. Et ensuite, tu as agi de manière cohérente avec cette croyance et créant les résultats qui confirment la croyance. C'est un cercle vicieux parfait. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Être bon avec l'argent n'est pas un talent inné. Ce n'est pas quelque chose avec lequel certaines personnes naissent et d'autres non. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut s'apprendre. Penses-tu que je suis né en sachant comment gérer l'argent? Non, j'ai appris. Penses-tu que les personnes riches ont un gène spécial qui les rend bonnes avec les finances? Non, elles ont appris. Peut-être qu'elles ont appris de leurs parents. Peut-être qu'elles ont appris de mentors. Peut-être qu'elles ont appris de livres ou de cours. Mais elles ont appris. La différence entre quelqu'un qui est bon avec l'argent et quelqu'un qui ne l'est pas n'est pas le talent. C'est l'éducation et la pratique. C'est tout. Et si elles ont pu apprendre, tu peux apprendre. Au Japon, nous avons un concept appelé Shoshin, qui signifie « esprit de débutant ». C'est cette attitude d'être toujours disposé à apprendre, de ne jamais assumer que tu sais déjà tout, de maintenir l'humilité et la curiosité.
Cette attitude est cruciale pour toute croissance, et spécialement pour la croissance financière. Mais quand tu te dis « je ne suis pas bon avec l'argent », tu fermes la porte à cet esprit de débutant. Tu assumes que ta situation actuelle est permanente, que ta capacité actuelle est fixe, et dans cette assumption, tu t'enfermes dans la médiocrité financière. Laisse-moi te poser une question. À quel moment as-tu décidé que tu n'étais pas bon avec l'argent? Était-ce quand tu étais enfant et que tu as entendu tes parents lutter avec les finances? Était-ce quand tu as fait une mauvaise décision financière et tu as conclu que ce n'est pas ton fort? Était-ce quand tu as comparé tes connaissances avec quelqu'un qui avait étudié la finance et tu t'es senti inadéquat? Dans tous ces cas, tu as pris une expérience ou une observation limitée et tu l'as transformée en une vérité absolue sur toi-même. Mais ce n'est pas une vérité, c'est une interprétation. Et les interprétations peuvent changer. La vérité est celle-ci. Tu n'es pas mauvais avec l'argent, tu es simplement non éduqué sur l'argent. Et il y a une différence énorme entre ces deux choses. Être mauvais implique une limitation permanente. Être non éduqué implique une lacune temporaire qui peut être comblée. Alors comment changes-tu cette pensée? Comment passes-tu de « je ne suis pas bon avec l'argent » à « je suis en train d'apprendre à maîtriser l'argent ». D'abord, tu dois reconnaître que cette croyance est une construction, pas une vérité. C'est quelque chose que tu as accepté à un moment donné, probablement sans vraiment le questionner. Mais tu peux le déaccepter. Tu peux choisir une nouvelle croyance. Deuxièmement, tu dois commencer à t'éduquer, pas de manière écrasante, pas en essayant de tout apprendre en une semaine, mais progressivement. Un concept à la fois, un livre, un cours, une conversation avec quelqu'un qui sait plus que toi. Petit à petit, tu construis ta compréhension. Troisièmement, tu dois pratiquer, parce que la connaissance sans pratique est stérile. Commence à faire un budget, même s'il est simple. Commence à suivre tes dépenses, même si c'est juste dans un cahier. Commence à épargner, même si c'est juste un petit pourcentage. Chaque action, pratique, renforce la nouvelle croyance que tu peux maîtriser ça. Et quatrièmement, célèbre les petites victoires. Chaque fois que tu fais un bon choix financier, reconnais-le. Chaque fois que tu comprends un nouveau concept, valorise-le. Parce que tu reconstruis ton identité. Tu passes de quelqu'un qui n'est pas bon avec l'argent à quelqu'un qui l'apprend et améliore ses compétences financières. Et chaque petite victoire renforce cette nouvelle identité. Au fil du temps, quelque chose de magique se passe. Tu commences à te voir différemment. Tu commences à croire que tu peux vraiment le faire. Et quand tu crois que tu peux le faire, tu agis différemment. Et quand tu agis différemment, tu obtiens des résultats différents. Et quand tu obtiens des résultats différents, la croyance se renforce encore plus. C'est le cercle vertueux, l'opposé du cercle vicieux dans lequel tu étais. Mais tout commence par changer cette pensée toxique de « je ne suis pas bon avec l'argent ». Laisse-moi te dire quelque chose de personnel. Quand j'étais jeune, je ne savais rien sur l'argent. Rien. Mes parents n'étaient pas riches. Ils ne m'ont pas enseigné de stratégies sophistiquées. Je n'avais pas d'avantage naturel, mais j'ai décidé que j'allais apprendre. J'ai lu, j'ai observé, j'ai expérimenté, j'ai fait des erreurs, beaucoup, mais je n'ai jamais pensé « je ne suis pas bon avec l'argent ». J'ai pensé « je ne sais pas encore, mais je vais apprendre ». Et cette petite différence dans la pensée a fait toute la différence dans les résultats. Alors arrête de te dire que tu n'es pas bon avec l'argent. Arrête d'utiliser ça comme excuse. Commence à te dire «
Je suis en train d'apprendre à maîtriser mes finances et chaque jour je m'améliore. Et ensuite, agis de manière cohérente avec cette nouvelle croyance. Parce que voici ce que personne ne te dit. La personne qui est bonne avec l'argent dans 10 ans n'est pas une personne différente de toi. C'est toi. Avec 10 ans d'apprentissage et de pratique, c'est tout. La seule chose qui te sépare de cette version de toi est la décision de commencer maintenant, au lieu de continuer à te répéter que ce n'est pas ton fort. Maintenant, je vais aborder une pensée particulièrement dangereuse dans le contexte économique actuel. Une pensée qui empêche des millions de personnes de prendre le contrôle de leur futur financier. Et c'est celle-ci. C'est trop tard pour moi. Ou ces variantes. Si j'avais commencé plus jeune, à mon âge, ça ne vaut plus la peine. J'ai perdu trop de temps. Cette pensée est particulièrement commune parmi les baby boomers, des personnes qui arrivent à 50, 60 ans et réalisent qu'elles n'ont pas construit le patrimoine qu'elles auraient aimé avoir. Et au lieu de faire quelque chose maintenant, elles se résignent. Elles acceptent leur situation comme inévitable. Elles pensent qu'il est trop tard pour changer. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec toute la clarté dont je suis capable. Ce n'est jamais trop tard. Jamais. Tant que tu respires, tant que tu peux penser et agir, il y a possibilité d'amélioration. Écoute-moi bien. Si tu as 60 ans et que tu peux vivre jusqu'à 90, tu as 30 ans devant toi. 30 ans. Sais-tu combien tu peux accomplir en 30 ans si tu commences maintenant et que tu agis avec intention? Énormément. Mais la mentalité du « c'est trop tard » ne voit pas ça. Elle se concentre sur le passé, sur ce qui aurait pu être, sur les opportunités perdues, sur les erreurs commises. Et dans cette fixation sur le passé, elle sacrifie le futur. Au Japon, nous avons un proverbe. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. C'est une sagesse profonde. Oui, peut-être que tu aurais dû commencer plus tôt. Peut-être que si tu avais commencé à épargner et investir quand tu avais 20 ans, tu serais dans une meilleure situation maintenant. C'est vrai. Mais tu ne peux pas changer le passé. Tu peux seulement changer le futur. Et le futur commence maintenant. Pense-y de cette façon. Imagine 2 personnes de 60 ans. Les deux réalisent qu'elles n'ont pas beaucoup d'économie. La personne A pense « c'est trop tard, je ne peux rien faire maintenant ». Alors elle continue à vivre comme elle a toujours vécu, dépensant tout ce qu'elle gagne, ne construisant rien. À 70 ans, elle est dans la même situation ou pire. La personne B pense « j'aurais aimé commencer plus tôt, mais je vais commencer maintenant ». Elle commence à épargner 10% de son revenu. Elle commence à investir modestement. Elle réduit ses dépenses inutiles. Elle cherche peut-être des sources de revenus supplémentaires. Après 10 ans, à 70 ans, elle a accumulé un capital. Peut-être pas une fortune, mais quelque chose. Quelque chose qui lui donne plus de sécurité, plus d'options, plus de dignité que la personne A. Quelle personne préférerais-tu être? La vérité est que tu as toujours 2 choix face à une situation que tu n'aimes pas. Te résigner ou agir. Te lamenter ou construire. Regarder en arrière avec regret ou regarder en avant avec détermination. Et voici quelque chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Parfois, commencer tard peut même être un avantage. Pourquoi? Parce que tu as la maturité, tu as l'expérience, tu as la sagesse, tu as peut-être fait des erreurs financières dans le passé. Et maintenant, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Un jeune de 20 ans pourrait avoir plus de temps devant lui, mais il manque souvent de discipline, de focus, de compréhension. Toi,
à 60 ans, que tu peux avoir tout ça. Alors, utilise tes avantages, utilise ta maturité, utilise ton expérience, utilise ta sagesse et compense le temps que tu penses avoir perdu avec intensité et intelligence dans le temps qu'il te reste. Au Japon, nous avons de nombreux exemples de personnes qui ont commencé tard et ont quand même accompli de grandes choses. Il y a un dicton, même à 70 ans, on peut encore apprendre. Ce n'est pas seulement permis, c'est attendu, c'est respecté. Mais je comprends d'où vient cette pensée. Elle vient de la frustration, elle vient du regret, elle vient de la comparaison avec d'autres qui sont dans une meilleure situation. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Te comparer avec d'autres est l'une des choses les plus destructrices que tu puisses faire. C'est parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans une meilleure situation. Toujours. La seule comparaison valide est avec toi-même. Es-tu mieux aujourd'hui qu'hier? Es-tu en train de progresser ou de stagner? Es-tu en train de construire ou de détruire? C'est tout ce qui compte. Si tu as 60 ans et tu commences maintenant à épargner et investir, dans 1 an tu auras 1 an de progrès. Dans 5 ans de croissance composée. Dans 10 ans, tu auras quelque chose que tu n'aurais jamais eu si tu avais continué à penser « c'est trop tard ». Et voici quelque chose d'autre. Même si tu n'accumules pas une fortune, le simple acte de prendre le contrôle de tes finances, de vivre avec discipline, de construire quelque chose, te donne une dignité et une paix que l'argent seul ne peut pas acheter. C'est la satisfaction de savoir que tu n'as pas abandonné, que tu n'as pas accepté la défaite, que même tard, tu as décidé de faire ce qui était correct. Alors, change cette pensée. Arrête de dire « c'est trop tard ». Commence à dire « je commence maintenant avec ce que j'ai, où je suis, et je vais construire le meilleur futur possible avec le temps qu'il me reste ». C'est une mentalité de guerrier. C'est une mentalité de dignité. C'est une mentalité qui crée des résultats même quand les circonstances ne sont pas idéales. Parce que voici la vérité finale. Dans 10 ans, tu auras 10 ans de plus. C'est inévitable. La question n'est pas si tu vieillis, c'est si tu vieillis avec progrès ou avec stagnation, avec construction ou avec résignation. Le temps passe de toute façon. C'est à toi de décider ce que tu fais avec ce temps. Parlons maintenant de la dernière pensée que je veux aborder aujourd'hui. Et c'est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus puissante. C'est une pensée qui détermine ta relation entière avec l'argent, à un niveau profond, presque spirituel. La pensée est celle-ci. L'argent est difficile à obtenir. Ou ses variantes. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Gagner de l'argent est dur. Maintenant, tu vas peut-être dire « Mais Kenji, c'est vrai, l'argent est difficile à obtenir. » Et oui, d'une certaine manière, tu as raison. L'argent requiert effort, intelligence, discipline. Mais voici le problème. Quand tu répètes constamment « l'argent est difficile à t'obtenir », tu ne décris pas simplement la réalité, tu crées une réalité. Laisse-moi t'expliquer. Ta relation avec l'argent est en grande partie déterminée par tes croyances sur l'argent. Si tu crois profondément que l'argent est difficile à obtenir, qu'est-ce qui se passe? Tu crées une résistance psychologique. Tu rends le processus de gagner de l'argent plus difficile qu'il ne doit l'être. Parce que ton esprit cherche constamment des confirmations de ce que tu crois déjà. Si tu crois que l'argent est difficile, tu vas te concentrer sur toutes les difficultés. Tu vas voir les obstacles. Tu vas remarquer combien c'est dur. Et oui, tu vas trouver beaucoup de preuves que tu as raison. Parce que le cerveau humain est excellent pour trouver ce qu'il cherche. Mais imagine si tu changeais cette croyance. Pas vers quelque chose de naïf comme « l'argent est facile »,
mais vers quelque chose de plus précis et puissant. L'argent vient quand je crée de la valeur. Ou l'argent circule vers ceux qui le comprennent et le respectent. Ou gagner de l'argent est un processus apprenable. Tu vois la différence? Ce ne sont pas des phrases magiques, ce sont des perspectives différentes qui créent des actions différentes. Quand tu penses « l'argent est difficile à obtenir », tu te concentres sur la lutte. Tu vas probablement travailler très dur, mais de manière inefficace. Tu vas résister à chercher des façons plus intelligentes de faire les choses, parce que tu es marié à l'idée que ça doit être difficile. Mais quand tu penses « l'argent vient quand je crée de la valeur », tu te concentres sur autre chose. Pas sur la lutte, mais sur la création. Pas sur combien c'est dur, mais sur comment tu peux être plus utile, plus précieux, plus intelligent. Au Japon, nous avons un concept très différent de l'argent comparé à ce que j'ai observé en Amérique latine. Nous ne voyons pas l'argent comme quelque chose qui doit être arraché du monde avec effort et souffrance. Nous le voyons comme quelque chose qui circule naturellement vers ceux qui créent de la valeur, qui servent les autres, qui résolvent des problèmes. C'est une différence subtile dans la pensée, mais elle crée une énorme différence dans l'approche. Une personne qui pense « l'argent est difficile » se concentre sur lutter. Une personne qui pense « l'argent circule vers la valeur » se concentre sur créer. Et devine laquelle est plus susceptible de réussir. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine 2 vendeurs. Le premier croit que vendre est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Il approche chaque client avec tension. Il voit chaque nom comme une confirmation que c'est difficile. Il lutte et pousse et insiste. Et oui, peut-être qu'il fait quelques ventes, mais c'est un processus épuisant et inefficace. Le deuxième vendeur croit que les ventes se produisent naturellement quand je comprends vraiment ce dont le client a besoin et que je lui offre quelque chose de précieux. Qu'est-ce qui se passe? Il approche chaque interaction différemment. Il écoute, il cherche à comprendre, il offre des solutions vraiment précieuses et les ventes viennent plus facilement. Pas parce que c'est magique, mais parce que son approche est différente. Même chose avec l'argent en général. Si tu crois que c'est difficile, tu vas l'aborder avec tension, résistance, lutte. Si tu crois que c'est un processus naturel qui répond à certaines lois et principes, tu vas l'aborder avec curiosité, apprentissage, stratégie. Maintenant, je ne dis pas que tu devrais nier la réalité. Il y a des difficultés réelles. Il y a des défis réels. Mais il y a une différence entre reconnaître les défis et faire des défis ton identité et ton récit constant. Reconnaître le défi, construire richesse requiert discipline et intelligence. Faire du défi ton identité. L'argent est toujours difficile pour moi. Le premier t'habilite, le second te paralyse. Au Japon, nous avons appris quelque chose de crucial à travers notre culture de discipline et d'amélioration continue. Les choses sont aussi difficiles que ta compréhension et ta compétence les rendent. Si tu ne sais pas nager, nager est très difficile. Mais quand tu apprends, ça devient naturel. Même chose avec l'argent. Quand tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne, oui, c'est difficile. Tout est confus. Tout semble compliqué. Mais quand tu commences à apprendre les principes de base, quand tu commences à pratiquer, quand tu commences à comprendre les patterns, ça devient progressivement plus facile. Pas parce que la réalité a changé, mais parce que ta compétence a changé. Alors change cette pensée. Arrête de répéter « l'argent est difficile à obtenir » comme si c'était une loi universelle gravée dans la pierre. Commence à dire « gagner de l'argent devient plus facile à mesure que je deviens plus compétent »
et comprends mieux comment créer de la valeur. C'est une affirmation plus longue, mais elle est infiniment plus puissante, parce qu'elle met le pouvoir dans tes mains. Elle dit que ta situation peut changer, que tu peux apprendre, que tu peux améliorer, que les résultats peuvent être différents. Et voici quelque chose de très important. Tes mots créent ta réalité, pas de manière magique, mais de manière psychologique. Les mots que tu te répètes encore et encore deviennent tes croyances. Tes croyances déterminent tes actions. Tes actions créent tes résultats. Alors si tu répètes constamment « l'argent est difficile », tu es en train de programmer ton esprit pour faire de l'argent difficile. Mais si tu répètes « je deviens meilleur pour créer de la valeur et attirer de l'argent », tu programmes ton esprit différemment. Tu le diriges vers chercher des opportunités, vers développer des compétences, vers créer des solutions. Et avec le temps, tes résultats vont refléter cette programmation différente. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai observé après 6 décennies. Les personnes qui ont réussi financièrement ne sont pas nécessairement plus intelligentes que toi. Elles n'ont pas nécessairement travaillé plus dur que toi, mais elles ont pensé différemment. Elles ont eu des croyances différentes sur ce qui est possible. Et ces croyances différentes ont créé des actions différentes qui ont créé des résultats différents. Alors je te demande, es-tu prêt à changer ta façon de penser? Es-tu prêt à questionner ces croyances que tu as portées pendant des décennies? Es-tu prêt à accepter que peut-être, juste peut-être, ce qui t'a maintenu dans la médiocrité financière n'a pas été les circonstances externes, mais tes patterns de pensée internes? C'est une pilule difficile à avaler, je le sais, parce que ça signifie prendre la responsabilité. Ça signifie arrêter de blâmer. Ça signifie reconnaître que tu as eu un rôle dans ta situation actuelle. Mais voici la beauté de cette réalisation. Si tu as eu un rôle dans créer ta situation actuelle, tu as aussi le pouvoir de créer une situation différente dans le futur. C'est ça la vraie liberté. Pas la liberté de blâmer les autres, mais la liberté de prendre le contrôle. Alors je vais terminer avec ceci. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui peut se résumer en une seule idée, simple mais profonde. Tes pensées sur l'argent sont plus importantes que n'importe quelle stratégie d'investissement, n'importe quel conseil financier, n'importe quelle opportunité d'affaires, parce que tes pensées déterminent si tu vas réellement appliquer ces stratégies, écouter ces conseils et saisir ces opportunités. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si tes pensées sont toxiques, tu vas saboter cette stratégie. Tu peux avoir la meilleure opportunité devant toi, mais si tes croyances sont limitantes, tu ne vas même pas l'avoir. Alors commence par là. Commence par examiner tes pensées. Écoute ce que tu te dis sur l'argent. Questionne ces croyances. Demande-toi, est-ce vraiment vrai? Ou est-ce juste quelque chose que j'ai accepté sans vraiment le questionner? Et ensuite, consciemment, délibérément, commence à changer ses pensées, une par une, lentement, patiemment, avec discipline, comme tu cultives un jardin. Arrache les mauvaises herbes des pensées toxiques. Plante les graines des pensées constructives. Arrose-les avec action et pratique. Et avec le temps, tu verras une récolte différente. Ça ne se passera pas du jour au lendemain. La transformation de la mentalité est un processus, pas un événement. Mais chaque jour que tu pratiques de penser différemment, tu deviens un peu plus fort, un peu plus sage, un peu plus capable. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu n'es plus la même personne, que ta relation avec l'argent a changé, que tes résultats ont changé, non pas parce qu'un miracle est arrivé, mais parce que tu as fait le travail patient et discipliné
de transformer ta mentalité. C'est ça le vrai chemin vers la richesse. Pas les raccourcis, pas la chance, pas les astuces magiques, mais la transformation profonde et durable de ta façon de penser. Et cette transformation, personne ne peut te la donner. Personne ne peut le faire pour toi. C'est ton travail, ta responsabilité, ton pouvoir. Alors commence aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui. Identifie une pensée toxique que tu as sur l'argent, juste une. Questionne-la, remplace-la par une pensée plus saine et agis de manière cohérente avec cette nouvelle pensée. C'est un petit pas, mais les grands voyages commencent toujours par de petits pas. Et si tu continues à faire ces petits pas, jour après jour, mois après mois, année après année, tu arriveras à un endroit complètement différent de celui où tu es maintenant. C'est ma promesse, non pas basée sur de l'espoir vide, mais basée sur l'observation de décennies de la façon dont l'argent et la mentalité interagissent, basée sur ma propre expérience de transformation, basée sur la sagesse que j'ai accumulée en observant ceux qui réussissent et ceux qui échouent. L'argent viendra à toi quand tu penses de la manière qui l'attire, et il s'éloignera de toi quand tu penses de la manière qui le repousse. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Alors, choisis tes pensées avec soin, parce qu'elles sont en train de créer ton futur financier en ce moment même.